Une lumière blafarde filtrait à travers les rideaux usés de l'atelier de Léa, la célèbre artiste en reconstitution judiciaire. Le silence pesant était rompu uniquement par le crissement du crayon sur le papier, un bruit presque intime qui résonnait dans la pièce. Alors qu'elle esquissait les traits d'un visage, une tension palpable s'installa dans l'air, comme si chaque coup de crayon pouvait ressusciter une histoire oubliée. Léa avait consacré sa vie à donner un visage aux victimes dont les noms étaient tombés dans l'oubli. Et ce jour-là, elle ne se doutait pas qu'elle allait déclencher une série d'événements qui remettraient en question tout ce qu'elle avait accompli. La porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer un souffle d'air frais chargé d'une odeur de pluie et de terre mouillée. C'était Marc, un détective à la retraite, les traits marqués par des années de travail acharné. Son regard était chargé d'inquiétude alors qu'il lui tendait une vieille photographie jaunie par le temps. « Léa, murmura-t-il avec gravité, je crois que nous avons un problème. » Le cœur de Léa s'emballa à l'entente de ces mots, une sensation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. Elle prit la photo entre ses mains tremblantes, ses yeux scrutant le visage d'une jeune femme qui semblait lui parler à travers le temps. Les traits étaient familiers, presque réconfortants, mais une ombre de malaise s'installa dans son esprit, alors qu'elle réalisait qu'elle avait déjà vu ce visage. « C'est impossible », chuchota-t-elle, sa voix se brisant sous le poids de l'angoisse. Marc, observant attentivement sa réaction, déclara que cette femme était une victime d'un meurtre non résolu depuis plus de 20 ans. Ce qui devait être un moment de révélation s'était transformé en un labyrinthe d'incertitudes. Léa se remémora ses précédentes œuvres, des visages qui avaient pris vie sous son crayon et donné un semblant de justice à des âmes perdues. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Elle sentait que les lignes entre le passé et le présent commençaient à s'estomper. La réalité se déformait alors qu'elle découvrait que l'inconnu sur la photo n'était pas seulement une victime, mais pouvait également être elle-même, piégée dans un écho du passé qui menaçait de la consumer. Sophie était une femme ordinaire, la trentaine bien entamée, qui vivait dans un modeste appartement à Lyon. Elle travaillait comme bibliothécaire, ses journées rythmées par le bruit feutré des pages tournées et le parfum des livres anciens. Chaque matin, elle empruntait le même chemin à travers le parc, saluant les habitués, tout en savourant la tranquillité de son environnement. Mais derrière cette façade paisible se cachait une vulnérabilité profonde. Sophie avait toujours eu du mal à se lier aux autres, sa timidité exacerbée par des blessures émotionnelles d'enfance. Les échos de moqueries et de rejets l'avaient enfermée dans une bulle de solitude où elle se sentait invisible. Ses seuls échappatoires étaient en ses livres, ses refuges, où elle pouvait s'évader dans des mondes imaginaires, loin de la dure réalité. Cependant, ce quotidien sécurisant était sur le point d'être bouleversé, et Sophie ne savait pas que sa vie tranquille était désormais sous la menace d'une ombre bien plus sombre que celle qu'elle avait rencontrée dans les pages de ses romans préférés. Le jour où elle aperçut une silhouette familière dans un vieux reportage télévisé, une image figée d'une jeune femme disparue, fit naître en elle un frisson glacé, révélant une connexion troublante qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Les signes avant-coureurs avaient toujours été là, mais Sophie, absorbée par sa routine, ne les avait jamais remarqués. Chaque fois qu'elle se rendait au travail, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une présence étrange dans le parc, comme si quelqu'un l'observait depuis l'ombre des arbres. Les murmures du vent semblaient parfois lui chuchoter des avertissements, mais elle les balayait d'un geste distrait
des inconnus la fixaient parfois avec une intensité dérangeante, et elle avait même eu plusieurs frissons, inexplicables, en passant devant un café où elle avait l'habitude de s'asseoir. Ces petites inquiétudes s'étaient accumulées dans un coin de son esprit, formant une toile d'araignée de doute qui menaçait de prendre vie. Mais rien ne l'avait préparée à l'impact dévastateur de la redécouverte de ce visage sur la photo. Un visage qui lui ressemblait tant qu'il était impossible de l'ignorer. Chaque nuit, depuis cette révélation, Sophie se réveillait en sueur, le cœur battant à tout rompre, hantée par des rêves troublants où elle se voyait piégée dans un labyrinthe obscur sans issue. Le sentiment que quelque chose de terrible approchait grandissait en elle, et chaque pas qu'elle faisait dans sa vie quotidienne devenait une danse macabre avec le danger imminent. Elle savait que son existence paisible n'était plus qu'une illusion fragile, prête à se briser à tout instant, sous le poids des vérités enfouies. Au fil des jours, une réminiscence obsédante commença à s'immiscer dans l'esprit de Sophie. Un souvenir vague mais pressant qui la poussait à fouiller dans les profondeurs de son passé. Elle se revit, enfant, à la sortie d'une fête foraine, riant aux éclats avec sa meilleure amie, les yeux brillants d'innocence et de joie. Cependant, cette image idyllique était bientôt remplacée par une ombre, un homme au regard perçant qui s'était approché d'elle, ses intentions obscures voilées par un sourire inquiétant. Sophie se souvint de la main de son ami se crispant sur son bras alors qu'elle prenait leurs jambes à leur cou, le cœur battant au rythme de leur fuite. Cet incident avait été étouffé par le temps et le silence, mais il avait laissé une empreinte indélébile dans l'esprit de Sophie, un rappel constant que la dangerosité du monde pouvait surgir sans crier gare. Alors qu'elle tentait de remettre en ordre ses pensées tourmentées, une nouvelle pièce du puzzle émergea. L'homme sur la photo qu'elle tenait dans ses mains semblait avoir un lien avec ce souvenir enfoui. C'était comme si les fils invisibles du destin tissaient une toile complexe entre son passé et le présent, la plongeant dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Le besoin de comprendre cette connexion devint urgent. Elle savait qu'il lui fallait déchiffrer ce mystère pour enfin retrouver la paix qu'elle avait perdue. Le visage de l'homme, qui hantait les souvenirs de Sophie, était désormais gravé dans son esprit. Elle n'avait alors que 12 ans, mais la silhouette de cet inconnu restait vive, comme une ombre persistante. En creusant plus profondément dans ses souvenirs, elle se rappela qu'il était souvent vu errant près du parc, un homme à l'allure négligée, portant toujours un long manteau noir qui semblait flotter autour de lui comme une cape sinistre. Son nom, elle l'apprit plus tard, par des murmures dans le voisinage, Gabriel Moreau. Un homme dont la réputation avait pris racine dans les histoires que les parents racontaient à leurs enfants pour les mettre en garde contre les dangers du monde extérieur. Un isolé, considéré comme une personne étrange et inquiétante. Il avait été soupçonné d'être impliqué dans plusieurs affaires de disparition d'enfants, mais sans jamais être véritablement accusé. Sa vie était marquée par une série de drames personnels, un passé tumultueux, avec des pertes tragiques qui l'avaient poussé à la marginalisation. Les enquêteurs avaient dressé un dossier psychologique sur lui, un homme en proie à des démons intérieurs et dont le comportement erratique éveillait autant la peur que la pitié. À mesure que Sophie se remémorait ces histoires, un frisson glacé parcourut son échine. L'homme qui avait suscité tant de craintes dans son enfance n'était pas seulement un souvenir lointain, mais pourrait bien être au cœur d'une vérité douloureuse qui menaçait d'éclater à la surface de sa vie paisible, révélant des liens insoupçonnés entre elle
et des événements tragiques longtemps enfouis. La scène du crime, enveloppée dans l'obscurité d'une nuit de novembre, il y a plus de 20 ans, était empreinte d'une atmosphère pesante, presque palpable. Les feuilles mortes crissaient sous les pas des enquêteurs, qui s'étaient précipités sur les lieux, un petit parc isolé à la périphérie de Lyon, où le silence était brisé uniquement par le murmure du vent et le cliquetis des lampes torches. Au centre de ce tableau macabre se trouvait le corps sans vie d'une jeune femme, abandonnée comme une poupée brisée parmi les feuilles. Les premiers témoins avaient évoqué une silhouette fuyante, aperçue dans l'obscurité. Mais la panique et la confusion avaient rapidement obscurci les détails cruciaux. L'odeur terreuse du sol, mélangée à l'odeur métallique du sang, créait un contraste saisissant avec la beauté naturelle environnante, rendant l'horreur encore plus poignante. Les policiers avaient alors commencé à interroger les rares témoins présents ce soir-là, chacun fournissant des récits discordants qui compliquaient davantage l'enquête. Des histoires de cris étouffés et de silhouettes furtives dans la nuit se mêlaient aux souvenirs flous des habitants du quartier, créant un tableau chaotique où la vérité semblait perdue au milieu des ombres. Mais malgré les efforts inlassables des forces de l'ordre pour percer ce mystère, le temps avait lentement effacé les pistes et les espoirs de justice s'étaient évanouis. Pourtant, cette nuit-là continuait de hanter non seulement ceux qui avaient connu la victime, mais également Léa et Sophie, dont les destins étaient désormais irrémédiablement liés par un passé qu'elles n'avaient jamais pleinement compris. La chronologie des événements entourant la disparition de la jeune femme, Élise Bernard, était aussi trouble que les souvenirs qui l'entouraient. Tout avait commencé un vendredi soir, lorsque les lumières du parc brillaient faiblement sous le ciel étoilé. Élise, une étudiante pleine de vie, avait prévu de rencontrer des amis pour une sortie au cinéma, mais elle n'était jamais arrivée à destination. Ses amis, inquiets de son absence, avaient tenté de la joindre par téléphone sans succès. Les heures passèrent et l'angoisse s'installa. Ce n'est que le lendemain matin que son corps fut découvert, allongé sur le sol humide des feuilles mortes, sa vie tragiquement interrompue. Les premiers rapports indiquaient une lutte, des éraflures sur ses bras et un éclat de terre sous ses ongles témoignaient d'une tentative désespérée de se défendre contre son agresseur. Mais les témoignages des témoins étaient flous. Certains affirmaient avoir vu Élise quitter le parc en compagnie d'un homme au long manteau noir, tandis que d'autres juraient qu'elle était seule. Les incohérences dans leurs récits semaient le doute parmi les enquêteurs et conduisaient à des pistes qui se révélaient vite stériles. Au fil des mois qui suivirent, l'enquête piétina dans une mer de fausses pistes et d'échecs. Les espoirs d'identifier un suspect s'évanouissaient alors que les années passaient. La douleur des proches restait vive, mais la mémoire d'Élise risquait de s'effacer lentement dans l'oubli collectif. Pourtant, ce mystère n'avait pas dit son dernier mot. Bien des années plus tard, il revenait hanter Sophie et Léa sous une forme inattendue, rappelant à tous que certains secrets sont destinés à ressurgir lorsque l'on s'y attend le moins. L'enquête sur la disparition d'Élise Bernard avait connu des rebondissements dramatiques, mais aucune avancée tangible n'avait jamais vu le jour. Les détectives avaient interrogé des dizaines de témoins, chacun avec sa propre version des événements, mais les contradictions s'accumulaient comme les feuilles mortes au sol. Parmi eux, un homme âgé avait affirmé avoir vu une voiture noire stationnée près du parc à la même heure, tandis qu'une femme dans un café voisin se souvenait d'un cri perçant
qui avait troublé sa tranquillité. Mais rien de tout cela ne suffisait à établir un lien concret avec l'affaire. Les enquêteurs avaient également tenté de dresser un profil psychologique du suspect potentiel, croisant les données avec des cas similaires dans la région et scrutant les antécédents criminels locaux. Cependant, aucune piste ne mena à Gabriel Moreau, le marginal dont le nom circulait dans les rumeurs, mais qui semblait être un coupable de choix trop évident pour être vrai. À mesure que la pression montait, les médias s'emparaient de l'histoire, alimentant le drame autour de la jeune femme disparue. Les réseaux sociaux commençaient à jouer un rôle majeur. On y partageait des photos et des récits, souvent embellis par les émotions du moment, mais ces échos numériques compliquaient encore davantage la recherche de vérité. Sophie suivait ces informations avec une angoisse croissante, comprenant que chaque nouvelle déclaration pouvait potentiellement faire ressurgir son propre passé douloureux. Le mystère s'épaississait, alors que les voix du passé se mêlaient à celles du présent, créant une cacophonie d'émotions qui promettait de dévoiler des vérités longtemps cachées. Pour tenter de comprendre les dynamiques complexes entourant l'affaire Élise Bernard, un expert en criminologie, le professeur Marc Duval, fut appelé à la rescousse. Avec une carrière jalonnée d'analyse de comportements criminels, il s'était spécialisé dans les profils psychologiques des agresseurs. Lors d'une interview accordée à une chaîne nationale, il expliqua que les crimes passionnels, et ceux motivés par des motifs personnels, avaient souvent des schémas répétitifs. Selon lui, le choix de la victime était rarement aléatoire. Il était souvent lié à des expériences personnelles ou à un besoin de contrôle. Les rapports préliminaires indiquaient que Gabriel Moreau, bien qu'il n'ait jamais été officiellement inculpé, avait été observé en train de traîner près des lieux où Élise avait été vue pour la dernière fois. Le professeur Duval souligna que la personnalité de Moreau, décrite comme instable et parfois agressive, pouvait correspondre aux caractéristiques d'un individu capable d'une telle violence. En outre, il nota que l'absence d'un mobile clair compliquait la compréhension du crime. Les mystères entourant la vie personnelle d'Élise et ses interactions avec autrui auraient pu jouer un rôle déterminant dans son destin tragique. Au fur et à mesure que ces réflexions se déployaient, le professeur invita les enquêteurs à envisager non seulement le passé de la victime, mais aussi celui du suspect, car c'était souvent dans ces interstices que se cachait la clé pour résoudre une affaire aussi complexe. Les mots du professeur résonnaient avec force dans l'esprit de Sophie. Elle comprenait désormais qu'elle devait plonger au-delà des apparences pour dévoiler non seulement le mystère d'Élise, mais aussi son propre lien avec cette tragédie enfouie qui menaçait d'éclater au grand jour. Le procès qui suivit l'arrestation de Gabriel Moreau fut un spectacle médiatique captivant, attirant l'attention du public et des journalistes à travers toute la France. La salle d'audience était bondée, remplie de curieux, de proches d'Élise et de défenseurs des droits des victimes, chacun attendant avec impatience le dénouement d'une affaire qui avait laissé tant de questions en suspens. L'accusation, armée de preuves circonstancielles et du témoignage d'experts, soutenait que Moreau était le coupable idéal. Son comportement erratique, ses antécédents troublés et sa proximité géographique avec le parc où Élise avait disparu en faisaient un suspect de choix. Le procureur évoqua également des éléments troublants, comme les traces de terre retrouvées sous les ongles d'Élise, suggérant une lutte désespérée pour sa vie. En revanche, l'avocat de la défense s'attachait à démontrer les failles du dossier, arguant que les preuves étaient trop vagues
pour établir une culpabilité sans équivoque. Il mit en avant les témoignages contradictoires des témoins et souligna que rien ne prouvait que Moreau avait été présent sur les lieux au moment crucial. Les médias, quant à eux, se délectaient des rebondissements. Des spéculations émergèrent sur l'innocence éventuelle de Moreau, alimentant un débat houleux sur la présomption d'innocence dans une société avide de justice. Au fil des jours, le procès devint un reflet amplifié des peurs sociétales, mêlant émotion et logique dans un combat acharné pour la vérité. Sophie suivait chaque instant avec une intensité croissante. Elle ressentait le poids écrasant de cette quête de justice qui touchait non seulement Élise, mais aussi son propre passé douloureux. La tension montait alors que la conclusion du procès approchait, promettant soit une résolution cathartique, soit un nouveau chapitre d'incertitude pour toutes les personnes impliquées. L'issue du procès fut aussi inattendue qu'explosive. Alors que le jury se retirait pour délibérer, une tension palpable envahit la salle d'audience, chacun attendant avec impatience le verdict qui pourrait sceller le sort de Gabriel Moreau. Cependant, c'est un événement imprévu qui allait bouleverser le cours des choses. Alors que les jurés réfléchissaient à leur décision, une femme se leva dans l'allée, visiblement agitée. C'était Léa, la meilleure amie d'Élise, qui avait décidé de prendre la parole. Les larmes aux yeux, elle déclara avoir reconnu son propre visage dans un des portraits réalisés par la dessinatrice criminelle, célèbre pour ses reconstitutions de scènes de crime. Ébahie par cette révélation, Sophie sentit son cœur s'emballer, alors que Léa racontait comment, pendant des années, elle avait vécu avec la peur qu'Élise ait pu être la cible d'un individu proche d'elle. Elle expliqua comment elle avait toujours ressenti un lien inexplicable avec les autres victimes, dont les portraits avaient été révélés au public. Une onde de choc parcourut l'audience, alors que Léa évoquait des souvenirs enfouis et sa propre vulnérabilité face aux dangers qui les entouraient toutes deux. Cette déclaration inattendue provoqua un retournement de situation. Le juge ordonna une suspension du procès pour permettre aux enquêteurs d'examiner ces nouvelles pistes. Au fil des jours qui suivirent, une enquête parallèle fut lancée, révélant des liens troublants entre les victimes passées et présentes, qui avaient été négligées durant l'affaire originale. Finalement, alors que la vérité émergeait lentement des profondeurs obscures du passé, il devint clair que l'histoire d'Élise ne se réduisait pas à celle d'une victime isolée. Elle était le reflet d'un réseau de secrets familiaux et de traumatismes partagés. Pour Sophie et Léa, cette quête de vérité n'était pas seulement celle d'une justice pour Élise, mais aussi un chemin vers leur propre rédemption face aux ombres persistantes de leur jeunesse. La révélation finale promettait non seulement de faire éclater la vérité sur ce qui s'était réellement passé ce soir-là dans le parc, mais aussi de guérir des blessures ouvertes depuis trop longtemps.